samedi 22 juillet, à 7, sur la place du Poufre, pour le Festival des Voix Vives 2017. Nous sommes avec Irène Guéraud, qui pour nous c'est un grand honneur, édite son livre Point d'eau dans notre petite maison d'édition Le Petit Véhicule. Point d'eau, avec des photographies de Raphaël Lucas. Point d'eau, c'est comme nommer des étapes d'une aventure poétique. Oui, alors Point d'eau, c'est plusieurs choses à la fois, je dirais. C'est à la fois un point d'eau, un lieu où il y a de l'eau, où on peut s'abreuver, se désaltérer, alors comme tu disais, hein, au fil d'une étape, au fil d'un parcours, donc un parcours poétique, un parcours initiatique si on veut, un trajet qui peut être difficile, qui peut comporter des étapes épuisantes, fatigantes, douloureuses, complexes. Et on arrive à un point d'eau et on se désaltère, on s'abreuve, on se rafraîchit, on repart. Et ça peut être aussi l'autre versant de ce titre, et c'est la polysémie qui est pensée là du titre. C'est point d'eau, c'est-à-dire pas d'eau, hein, le manque d'eau, donc justement une forme d'aridité sur le chemin qui fait qu'on voudrait arriver à un point d'eau et qu'on n'y arrive pas forcément. Donc il y a les deux. Et il y a aussi l'idée de la poésie comme point d'eau, hein, un point où on peut s'arrêter un instant et où on peut s'abreuver, se désaltérer. Voilà. Ce livre cristallise sur quelques années. Oui. Ta mémoire poétique, ton expérience vive du langage. Oui. Alors c'est un livre qui s'étend en effet sur plusieurs années d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a le prologue de 3 poèmes et puis la première partie qui s'appelle Parmi, qui condense plusieurs années d'écriture, environ de 2009 jusqu'à 2012, et qui sont des poèmes, sont une manière d'essayer de s'approcher du monde à travers différents lieux. Donc dans cette partie-là, on voyage. On part en Allemagne, dans le sud de la France, au Chili, en Italie, à New York, etc. Et on essaye de s'approcher du monde, de percevoir le monde à travers la poésie. D'abord de manière plutôt apaisée, puis de manière de plus en plus complexe et compliquée, et même difficile. Et puis ensuite, on arrive à d'autres parties du recueil qui viennent compléter l'itinéraire initiatique du recueil, où là, on sort de ces lieux précis pour aller vers quelque chose qui serait plus des lieux intérieurs. Mais il y a l'idée de cycle qui serait comme une spirale. Voilà, qui mènerait ailleurs. On a un rapport au monde qui est apaisé, puis qui se complexifie, puis qui retrouve une forme d'apaisement, puis qui se recomplexifie. Donc il y a cette idée de cycle, effectivement, où le rapport au monde est cyclique aussi. Est-ce que le poème du début, du prologue à l'enfant des feux, est-ce que le cycle du son et du feu, par exemple, sont des réponses intimes et internes à l'ouvrage ? Alors, d'une certaine façon, en fait, c'est les 2 poèmes qui ouvrent le livre, qui s'appellent « À l'enfant du crépuscule » et « À l'enfant des feux ». C'est des poèmes que j'ai écrits après une expérience assez particulière, qui était de redécouvrir complètement par hasard un carnet dans lequel je me suis rendu compte que j'avais écrit, quand j'avais à peu près 13 ans, des poèmes, des mots, des idées, des textes, alors que dans ma mémoire consciente, j'avais commencé à écrire vers 17 ou 18 ans. Donc tout à coup, en redécouvrant ce carnet, je me rends compte qu'en fait, à 13 ans, j'écrivais des poèmes et je me rends compte que la plupart des mots, des notions, des idées, des lignes de force de ma poésie actuelle, donc à ce moment-là, j'ai 20 et quelques années, étaient déjà présents dans ces textes de mes 13 ans, en fait. Et là, je réalise qu'il y a une forme de continuité intérieure, interne, intime, de mon être enfant jusqu'à mon être adulte. Et là, je me dis que c'est absolument fascinant et que je dois écrire des poèmes qui rendent justice, d'une certaine manière, ou qui font de la place, disons, à cette voix-là de l'enfant. Tu viens d'employer une expression qui me paraît juste. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le mot justesse et justice sont synonymes. Oui. Pour faire justice à l'enfant que tu étais. Oui. J'ajouterais ta découverte, ta redécouverte ou ta prise de conscience de l'enfant qui était grande liseuse et aussi d'un poème d'Arthur Rimbaud. Oui, tout à fait. Oui, puisque, comme je te le disais il y a quelques jours, c'est la découverte de Rimbaud notamment qui m'a amenée à la poésie quand j'avais à peu près le même âge, 13 ou 14 ans.
Donc je pense que ces premiers textes que j'ai redécouverts datent plus ou moins de l'époque où j'ai découvert aussi Rimbaud et où la lecture complètement par hasard du poème Aube de Rimbaud a été une immense révélation de ce que pouvait être la poésie dans la vie. À la fois déterminante et fascinante. Complètement fascinante, une sorte de presque d'envoûtement magique, hein, presque on peut dire ça comme ça. Et en même temps, la compréhension qu'on pouvait lire la vie à travers la poésie, c'est-à-dire que la poésie n'est pas séparée de la vie et qu'on peut vivre en poésie et complètement lire la vie à travers la poésie. C'est ça que m'a appris Rimbaud quand j'étais vraiment au tout début de l'adolescence. Et donc ces poèmes qui débutent le texte ont été écrits 10 ans plus tard, mais d'une certaine manière en hommage à cette voix de l'enfant que j'ai redécouvert en redécouvrant ces carnets. Et donc l'idée, c'était de faire de la place à cette voix-là pour voir ce que ça pouvait créer dans l'adulte que j'étais, qui travaillait le langage. Voilà. Une question précise sur un de tes titres. Oui. Le mince espace de la traque. Oui. De quelle traque il s'agit? Alors là, dans ce poème-là, qui est un poème long, hein, en plusieurs sections, et qui est un poème d'écriture récente, contrairement à la section Parmi qui reprend des poèmes plus anciens. La section finale du recueil, c'est une section d'écriture très récente, il y a 1 an à peu près. Et le mince espace de la traque, c'est une traque, on peut dire, un peu amoureuse ou même presque érotique entre 2 personnes qui se passent dans un lieu qui est à la fois un lieu naturel, qui peut être les bois, la nature, et qui en même temps est un lieu intérieur, qui est un lieu de vie comme un appartement ou une maison. Donc ça mélange à la fois un monde naturel, ça mélange des images des arbres, des bois, de l'écorce, etc., du point d'eau justement dans la nature, et puis des images d'intérieur qui vont être le verre, la table, voilà. Donc c'est transposer un peu ce rapport intense, on peut dire, entre 2 personnes. De l'importance des couleurs, du vert exubérance à Oui. l'infrableu. À l'infrableu, On est oui. peut-être toujours dans Rimbaud d'une certaine manière. Alors, est-ce que j'ai pensé vraiment à Rimbaud en choisissant ces titres-là? Je crois pas. Le vert, c'était vraiment ce vert-là, une forme presque de violence de la traque, hein. Le vert dans la nature, l'exubérance de la nature, des lianes, des feuilles, etc. Et l'infrableu, c'était un resserrement, après cette espèce d'exubérance verte, forme de se resserrer autour de quelque chose qui est non pas bleu, mais infrableu. C'est-à-dire c'est encore plus bas que le bleu, encore plus profond, encore plus intime que le bleu. Et donc pour moi, dans infrableu, ça semble sans doute évident quand on entend le mot, il y a quelque chose de la plongée un peu sous-marine, enfin quelque chose d'un peu sous-marin, quelque chose qui se jouerait dans les profondeurs de l'eau, qui évidemment renvoie à l'inconscient, qui peuvent renvoyer même à ce qui se passe avant la naissance. Qui renvoie à une descente, j'allais dire, dans le paradis ou les enfers. Et c'est pour aborder une de tes préoccupations majeures actuelles de ces dernières années, c'est le personnage d'Orphée, son mythe. Employons le terme universitaire ou stylistique, la catabase. Effectivement, la catabase, donc, qui en grec signifie la descente, hein, qui dans le mythe d'Orphée, c'est la descente aux enfers d'Orphée. Dans l'infrableu, oui, il y a cette idée de descente quelque part, de descente dans les profondeurs, de ce qu'on n'explore pas forcément habituellement. Alors, je crois que ce qui me lie à Orphée, effectivement, c'est ce mouvement de descente, qui peut être suivi d'une remontée, hein, clairement. Mais je crois que dans ce livre, en tout cas, c'est une descente qui se fait à la fin du livre dans une idée sous-marine. Alors que chez Orphée, on est dans une descente qui est beaucoup plus terrienne. On descend aux enfers. Terrienne, voilà. Mais il y a le fleuve. Il y a le fleuve, il y a certes. plusieurs fleuves. Il y a le fleuve enfers. aux enfers, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Il y a le Styx, il y en a d'autres, il y a le Lété, l'Achéron, bon, il y a des fleuves en effet. Mais c'est vrai que quand je pense à la descente d'Orphée, je pense plus à une descente qui creuse la terre, en fait. Voilà. Qui certes va traverser un fleuve, mais qui creuse la terre. Et la fin de ce livre, c'est plus une descente sous-marine, on peut dire. Mais c'est vrai que l'idée de catabase est présente. Elle est présente assez souvent dans ce que j'écris. Elle rejoint l'idée d'un parcours initiatique. Dans ton livre édité chez Almanar, Volte, Oui. Il y a de cela aussi. Il y a de cela aussi. Le dernier poème est un poème de catabase, puisque c'est un poème où on descend des escaliers vers un bassin d'eau, précisément, encore une fois, et où la dernière phrase du livre, c'est un vieillard qui s'adresse au personnage féminin, en l'occurrence, qui est descendu et qui lui dit « Peut-être feriez-vous bien de remonter maintenant ».
C'est-à-dire, il faudrait peut-être amorcer ce qu'on appelle une anabase, c'est-à-dire une remontée vers une forme de lumière ou de sortie, en tout cas, de ce qui est souterrain. La réponse peut être silencieuse. Tu peux ne rien dire Oui. à la question que je vais te poser. Alors, Pourquoi, toi, femme, j'allais dire femme Eurydice, tu as choisi à travailler dans ta thèse, j'aime pas le mot thèse, mais dans ton grand livre sur les chants orphiques européens, entre Oui. mythe et poétique, on pourra aborder les poètes que tu abordes. Pourquoi ce choix d'Orphée et de ta vision du Oui. côté de alors la tu femme veux poète? dire que dans une vision, disons, habituelle des genres ou genrée, étant femme, j'aurais dû me trouver plutôt du côté d'Eurydice que du côté d'Orphée. Alors je pense qu'on peut complètement dynamiter ces logiques-là et que tour à tour, on peut être Eurydice et Orphée selon les moments de sa vie, même de sa journée, ou voilà. Et qu'Eurydice, c'est quand même celle qui meurt et qui ne revient pas de la mort, et celle qui malgré tout demeure dépendante de ce qu'Orphée, d'une certaine manière, fait d'elle, hein, puisque s'il se retourne, elle meurt à nouveau, enfin elle retourne dans la mort. S'il ne se retourne pas, elle vit. Et finalement, moi, en tant que poète ou voilà, personne qui écrit, disons que je pense que l'identification se faisait beaucoup plus avec le personnage de celui qui est le musicien-chanteur. Par ailleurs, je fais de la musique. Donc aussi le fait de travailler sur une figure mythique, la figure mythique du musicien-poète, pour moi ça faisait sens en lien avec ma vie personnelle qui est une vie de musique et de poésie. Mais pour les mythes initiatiques de la Renaissance, Oui. Tu cites d'ailleurs Schürer dans ta thèse, Oui. qui a fait une étude d'ailleurs remarquable que j'avais lue jadis sur les grands initiés. Quoi. Voilà, Schürer, oui, Édouard Schürer. Schürer, pardon. Oui. Mais la question que j'aimerais aborder, c'est de savoir ces mythes de la résurrection, parce qu'il y a un autre mythe qui est celui de Déméter et Perséphone qui veut retrouver sa mère en quelque sorte. Et l'Hadès lui fait boire quelque chose et il y a un cycle. Elle vit 4 mois aux enfers et elle peut vivre le reste de l'année au printemps. Elle finit par manger les graines de la grenade et puis effectivement elle reste aux enfers 6 mois de l'année. C'est un autre grand mythe de régénération et de retour. Sauf que là, ce qu'on n'a pas exactement, qu'on a dans le mythe d'Orphée, c'est que dans le mythe d'Orphée, il y a les deux personnages dont un est dépendant en fait de l'autre. Dans le mythe de Corée, on a une forme de contrat qui se met en place. C'est un petit peu différent de ce qu'on a dans le mythe d'Orphée où Orphée est responsable lui-même de sa propre perdition et de la perdition d'Eurydice. Et quelque part de sa propre mort pour le futur. Sauf que Orphée reste que sa lyre demeure. Donc il est toujours vivant. Sa lyre demeure, sa tête demeure. Bon, c'est assez extraordinaire. La permanence d'Orphée. Mais il y a d'autres mythes, des mythes grecs qui parlent de l'amour, celui de Cupidon et de Psyché. Oui, bien sûr. Ça, les mythes grecs qui parlent de l'amour, il n'en manque pas, ça c'est certain. Dans le mythe d'Orphée, ce qui est central, c'est la question de la perte. La question de la perte de l'amour. Comment vivre avec la perte de l'amour, ou comment ne pas vivre, ou comment faire de la poésie pour vivre malgré la perte. Donc c'est ça aussi le grand questionnement du mythe d'Orphée, c'est-à-dire comment la poésie peut rédimer la perte de l'amour et la perte de tant d'autres pertes, mais qui est centrale quand même dans le mythe, la perte de l'amour. Alors après, il y a une vision d'Eurydice, moi, qui m'intéresse beaucoup, qui est la vision de Rilke. La vision de Rilke avant les sonnets à Orphée, qu'il va développer encore dans les sonnets à Orphée, mais qui est celui d'une Eurydice qui, elle, dans la mort, trouve sa plénitude. C'est-à-dire qu'elle a complètement oublié Orphée, elle ne sait plus qui est Orphée. Quand il vient la chercher, Hermès lui dit « Orphée s'est retourné » et elle répond « Mais qui s'est retourné ?» Elle ne sait même plus qui est Orphée parce qu'elle a trouvé sa plénitude dans la mort. Elle a compris que la mort était absolument complémentaire de la vie. Et son indépendance aussi. Et une forme d'indépendance, une forme de plénitude. Et ça m'intéresse énormément, sur le versant Eurydice, disons. Voilà. Là, il y a aussi donc les poètes que tu étudies en profondeur, qui n'ont pas tous d'ailleurs le même impact par rapport à Orphée, le personnage d'Orphée. Oui. Il y a bien sûr Rilke, Trakl, Apollinaire, Campana, Égole, et puis je cite en dernier parce qu'on en a 7, Valérie, voilà. Et Valérie naturellement. Mais avec une approche que tu fais tout en finesse par rapport à l'orphisme au fil. Avant d'étudier les œuvres, tu les introduis peu à peu dans ton volume. Oui, alors j'ai essayé effectivement de faire une sorte de présentation de grand panorama historique de l'orphisme qui partent des sources orphiques qui datent du à peu près 6e siècle avant Jésus-Christ
jusqu'à arriver à Nietzsche, à une période qui rejoint mon corpus d'auteurs. Donc effectivement, essayer de voir ce qu'a été l'orphisme, comment il s'est développé, et puis comment ces auteurs qui vont arriver ensuite dans le livre, comment est-ce que déjà on peut tisser des liens avec ces sources orphiques à travers l'histoire en fait. Voilà. Ta poésie est très sensible sensuellement aux faits de la nature, Oui, aux objets, oui. aux fenêtres. Le travail que tu as fait avec Raphaël Lucas tendra à montrer cela, quoi. Tes regards, en dehors des mots, sont importants pour toi. Alors c'est sûr que la poésie, chez moi, elle passe par effectivement des perceptions visuelles, aussi beaucoup par des perceptions auditives, c'est-à-dire une appréhension du monde par l'oreille, on va dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Raphaël, qui est le photographe du livre et avec qui je suis amie depuis qu'on a à peu près 6 ans, hein, on a grandi à 7 ensemble, voilà. C'est aussi un musicien, un compositeur. Donc il a à la fois ce double statut de photographe qui passe donc par le regard et de compositeur, de musicien, qui sait aussi entendre en fait les mots. Et je crois que dans ces photographies, il y a autant presque de résonance par l'oreille que de résonance par le regard. Et ça, c'est très D'ailleurs, intéressant. dans ces photographies, j'y vois bien sûr une dimension orphique et aussi ce photographe qui a su mettre en alliance fond et forme. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, oui. Hein? Oui, oui. Non, c'est vrai, Raphaël. Il a vraiment lu, énormément travaillé le texte. On a retravaillé ensuite le livre ensemble en fonction des photos qu'il proposait pour répondre au texte, etc. Et c'est quelqu'un qui parfois a rebondi sur un élément de forme, effectivement, hein, pour proposer une photo, et parfois sur un élément de fond. Parfois sur les deux à la fois, quand ça a été possible. Et surtout, on a des sensibilités qui sont très proches. Donc ça aide énormément pour travailler ensemble. Pour clore provisoirement notre entretien, j'aimerais que tu inventes là, sur le champ, ce que pourrait dire Eurydice à Orphée quand elle renaît à elle-même. Est-ce qu'elle renaît à elle-même? Je ne sais pas. Ça, la grande question. Elle ne renaît pas à elle-même, en fait, puisqu'elle reste quand même aux enfers. Est-ce qu'elle a vraiment un moment où, c'est une grande question, où elle arrive à savoir qu'Orphée est venu la chercher? Ou est-ce qu'elle reste une ombre jusqu'au seuil de la lumière qu'elle ne franchit jamais? Donc, qu'est-ce qu'elle pourrait lui dire? On a des interprétations, hein. Dans l'opéra de Gluck, elle lui parle. Bon, il se peut aussi qu'elle ne lui parle jamais, qu'elle reparte vers les ténèbres avant d'avoir pu lui dire quoi que ce soit. Et puis, pour plus tard continuer un voyage de rencontre autour d'Orphée, tu emploies dans ton gros livre Eros, Thanatos, Oui, l'orcus chez les latins, on le dit moins d'ailleurs, hein, sur ce terme-là. oui. L'amour sans la mort, c'est pas tout à fait l'amour, aurait écrit Baudelaire. Par rapport à Orphée et Eurydice, est-ce que cette C'est phrase-là le- te conviendrait? C'est le cœur du mythe en fait. Donc oui, c'est-à-dire que le mythe d'Orphée sans la mort n'existe plus. Le centre du mythe d'Orphée, c'est la mort. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée à ce mythe. Hein. C'est que c'est un mythe qui, on peut dire, condense les grandes questions de la vie. Hein. C'est-à-dire l'amour, la mort, et puis la poésie et la musique, c'est-à-dire l'art. Il n'y a pas de mythe grec qui concentre ces 3 éléments à ce point-là. L'art, l'amour et la mort. Il y a d'autres mythes qui concentrent l'amour et la mort, sans qu'il y ait l'art. On peut penser à Psyché. Mais ces 3 éléments-là qui sont le cœur de ma vie et je pense de beaucoup de vies, hein, ce mythe-là les concentre. Voilà. Donc c'est ça qui le rend vraiment exceptionnel parmi les mythes grecs, je crois. Enfin, entre autres choses, mais voilà.